Bonjour. Comme vous le savez, le campus OGA est ouvert. Beaucoup d'OGA nous ont demandé mais qu'est-ce que c'est que ce campus OGA? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Pouvez-vous nous expliquer un peu son contenu? Eh bien, c'est l'objet de cette petite vidéo. Alors, bonne vidéo, à bientôt. Cette vidéo est composée de deux parties. La première explique ce qu'est le campus, ce qu'il contient, comment il fonctionne. La deuxième partie est consacrée uniquement à des exemples. Elle permet de mieux comprendre comment un apprenant utilise les parcours et comment ils fonctionnent. Ah, ces effets, démonstrations, ça gêne. Allez! Le campus OGA, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de formation en ligne qui comprend des parcours de formation, des ressources, des fiches. Elle a également un forum qui permet de poser des questions à l'animateur. Il y a la possibilité de consulter ses statistiques de consultation. On peut gérer les utilisateurs et également, pour les formateurs, c'est un outil de conception, c'est-à-dire qu'on peut concevoir d'autres parcours. À ce jour, le campus OGA possède 5 parcours. Chaque parcours est composé de modules. En moyenne, un parcours est composé de 4 à 5 modules. Chaque module eux-mêmes sont composés de cours. Alors un cours type commence par une vidéo, puis est suivi par des quiz et après par un cas pratique. Pour accéder à cette plateforme de formation en ligne, il faut taper l'adresse http://campusoga.fcga.fr. À ce jour, la plateforme Campus OGA possède 5 parcours. Le premier parcours est un mini-parcours. Il ne cible pas les analyses. Il s'adresse aux débutants de la comptabilité, des personnes administratives. C'est tout simplement un parcours d'initiation à la comptabilité. La plateforme de formation possède 4 parcours BIC pour analyse de gestion. Le premier concerne la TVA, le second les plus-values professionnelles, le troisième ECCV et le quatrième EPS. Prenons l'exemple du parcours plus-value professionnelle. Il n'est pas possible de passer au deuxième module sans avoir terminé le premier module. Tous les modules sont séquentiels. Il faut donc terminer un module avant de passer au suivant. Si le formateur le permet, et c'est actuellement le cas pour les 5 parcours présents sur la plateforme Campus OGA, chaque parcours peut avoir un forum activé. C'est un forum général. Chaque individu peut poser des questions. Il est possible de cliquer sur le pouce pour pouvoir remonter une question plus haute qu'une autre. Bien évidemment, seul l'apprenant peut supprimer la question qu'il a posée. Cependant, le formateur s'autorise à modérer les questions et le faire également. Il est également possible de se servir d'un système de signet. Ce signet est propre à chaque apprenant. Il existe également un forum contextuel, c'est-à-dire que vous pouvez poser votre question en fonction de l'endroit où vous vous situez dans le cadre du cours. Le campus OGA permet également de consulter des statistiques pour chaque apprenant. Comment fait-on pour participer au campus OGA? Dans un premier temps, il faut que l'OGA commande. Dans un second temps, il doit indiquer le nom des collaborateurs à former. Parallèlement, le webmaster de la plateforme Campus OGA va ouvrir des droits. Chaque apprenant aura accès aux 5 parcours pour une durée de 18 mois. Pendant cette durée de 18 mois, le collaborateur peut revenir tant qu'il veut à son rythme sur le parcours. Bien évidemment, le Campus OGA a pour vocation d'accueillir d'autres parcours ultérieurement. Pour s'inscrire, vous avez reçu un mail qui vous donne toutes les explications que nous pouvons vous adresser à votre demande. Il est important de noter que dans cet email, il est présent également les conditions générales d'usage, la politique de confidentialité, etc. Sinon, vous pouvez directement vous inscrire à l'adresse http://bit.ly/fonctionnement campus OGA. Il est important de noter que dans un premier temps, il faut inscrire l'OGA. Puis l'OGA inscrit lui-même les apprenants, leur nom, leur prénom, leur email, leur fonction, etc. Chaque étape a son propre formulaire.
il y a un formulaire pour inscrire l'OGA et en fin de formulaire d'inscription pour l'OGA, vous avez un autre formulaire pour inscrire les noms des apprenants. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Toute l'équipe de la fédération est à votre disposition pour vous aider. Vous allez voir, Campus OGA, c'est une plateforme de formation très simple, ça va être très cool. Allez, bonne formation et je vais vous montrer quelques exemples maintenant. À bientôt! Vous allez pouvoir maintenant regarder un petit extrait du cours 4 du module 2 du parcours EPS. Ce cours 4 traite des dispositifs d'exonération des bénéfices, soit sur l'article 44 sec 6 du CGI. Lorsque l'apprenant est positionné sur ce cours 4, il voit une petite vidéo. En passant la souris dessus, on s'est positionné à 9 minutes 43, peu importe, et vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir lancer le cours. À tout instant, on peut passer la souris pour aller ici et avoir le cours en plein écran. Là, je vais vous montrer un extrait d'1 minute. Attention, c'est parti. Concernant le pourcentage de chiffre d'affaires autorisé hors zone pour les adhérents exerçant une activité non sédentaire, le pourcentage est différent. Donc, lorsqu'une entreprise réalise une partie de son activité en dehors de la zone, la condition d'implantation sera réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise moins de 15% de son chiffre d'affaires hors zone. Au-delà de ce seuil, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt en proportion du chiffre d'affaires réalisé hors zone. En ZRR, l'exonération s'étend sur 14 années. Le pourcentage d'exonération est de 100% les 60 premiers mois, 60% les 60 suivants, 40% les 24 mois suivants et enfin 20% les 24 derniers mois. En AFR, le dispositif s'étend sur une période plus courte, 5 ans. L'exonération sera totale au cours des 24 premiers mois. Puis un abattement de 75, 50 puis 25 sera appliqué sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de 12 mois, suivant cette période d'exonération. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura donné un petit aperçu d'un exemple de cours. Nous allons voir maintenant un deuxième exemple de cours. Ce cours est emprunté au parcours plus-value professionnelle. Il traite de l'article 151 septies du CGI et activité mixte. Si je résume, l'exonération sera totale si le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires prestations sont inférieurs au premier seuil, donc les 90 ou les 250 000 euros. Si cette condition n'est pas respectée, l'exonération sera partielle, sous réserve que le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires prestations ne dépassent pas les seconds seuils, donc les 126 ou les 350 000 euros. Comme vous avez pu le constater dans ce deuxième exemple, il est clair que c'est plus agréable de regarder ces cours en plein écran. Alors maintenant, nous allons montrer un troisième exemple qui est emprunté lui au parcours ECCV, maîtriser les contrôles à effectuer, et nous allons parler de la CSG. Intéressons-nous maintenant au taux de la CSG. Il s'élève dorénavant à 9,7%, 6,8% pour la CSG déductible et 2,9% pour la CSG non déductible et la CRDS. La CSG est généralement comptabilisée dans un compte 637. En fin d'année, la part non déductible est soit transférée dans le compte de l'exploitant et du coup, tout est OK, soit elle est maintenue dans ce compte. Je vous propose de regarder un dernier exemple, un cours emprunté toujours au parcours ECCV, maîtriser les contrôles à effectuer, et cet exemple traite du régime micro. Première partie, le régime du micro. En matière de micro, il faut raisonner par année civile. Alors, ce régime s'applique de plein droit dans deux situations. Premier cas, le chiffre d'affaires N-1 n'a pas dépassé le seuil applicable. Deuxième cas, le chiffre N-1 a dépassé le seuil, mais celui de N-2 était en dessous. Dit autrement, si pendant 2 années consécutives le chiffre d'affaires dépasse le seuil,
Le régime réel d'imposition s'appliquera de plein droit la troisième année, et ce, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. Si je récapitule, pour être en mesure de déterminer quel régime s'applique en N, il convient d'apprécier le chiffre d'affaires réalisé en N-1 et en N-2 si nécessaire. Si le chiffre d'affaires N-1 ou N-2 est inférieur au seuil, alors votre adhérent relève de plein droit du micro. Par contre, si le chiffre d'affaires N-1 et N-2 dépassent le seuil, il relève de plein droit du régime réel d'imposition. Et alors, il faut la réintégrer. Le formateur souvent intègre des exercices pratiques à l'intérieur des vidéos du cours. Voici un exemple dans le parcours plus-value professionnelle, un cours qui est consacré à l'article 151 septies du CJI et activité mixte. Regardez. Dans ce second exemple, le montant moyen des ventes s'élève à 200 000 € et celui des prestations de services à 120 000 €. L'entreprise réalise toujours une plus-value nette de 40 000 €. Donc, quel sera le montant de la plus-value exonérée ? Comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour déterminer le taux d'exonération, il convient de procéder à une comparaison entre le taux d'exonération qui s'appliquerait si l'ensemble des recettes de l'entreprise correspondait à des ventes et celui qui s'applique sur les seules prestations de services. Pour le calcul de la plus-value exonérée, il faudra retenir le moins élevé des deux taux. Donc maintenant, calculons le premier taux. Il faut considérer que 100% du chiffre d'affaires a été généré par les ventes, donc soit 320 000 €. Ensuite, on applique la formule d'exonération des ventes, 350 000 moins 320 000, le tout divisé par 100 000. Donc là, on obtient un taux de 30%. Calculons maintenant le deuxième taux, c'est-à-dire le taux d'exonération applicable sur les seules prestations de service. 126 000 moins 120 000, le tout divisé par 36 000, ça donne 16,67%. Il faut retenir le taux le plus faible, donc 16,67%. La plus-value exonérée s'élèvera donc à 6 668 €. L'apprenant suit un parcours pédagogique après avoir vu un certain nombre de vidéos dans les cours, avoir répondu éventuellement à des questions. Par exemple, dans ce parcours sur le CCV, question 1, 2, 3, 4 peut aussi rencontrer des cas pratiques. Alors, si on regarde bien ce cas pratique, vous avez la possibilité de le voir en plein écran, en cliquant ici, ou éventuellement, avant de zoomer avec les petits plus, voir ici avec la petite flèche de mettre plein écran. Et après, d'avoir une vision un peu plus claire du cas pratique. Donc il y a une consigne. Il s'agit entre 5 et 15 minutes de repérer les anomalies dans ce cours 2 consacré aux revenus à déclarer en BIC. Pour que ça soit plus simple, tous ces documents, tous ces cas pratiques sont consignés, sont enregistrés dans un onglet dit ressources. Vous trouverez pour chaque parcours cet onglet ressources en haut à droite. Par exemple, pour ce cas pratique, il faut cliquer sur cas pratique, module 1, cours 1. Il suffit de cliquer sur l'icône bleue en haut à droite du document et cliquer en haut à droite sur le bouton télécharger pour pouvoir enregistrer sur son ordinateur ce PDF et l'avoir à disposition pour pouvoir traiter le cas pratique. Pour conclure, je suis tentée de vous dire que ce contrôle est facilement réalisable. Il convient simplement de s'intéresser à l'activité réellement exercée par l'adhérent. N'hésitez pas à poser des questions lorsqu'il y a des choses qui vous paraissent pas cohérentes par rapport à l'activité déclarée. Et enfin, je vous conseille de réaliser régulièrement ce contrôle. L'activité de votre adhérent peut évoluer. Suite à la formation, le formateur pose un certain nombre de questions. Voici à titre d'exemple la question numéro 1. Les remises allouées pour la vente de tabac relèvent en principe des BIC, BA, BNC. Alors ici, j'ai déjà répondu. On voit cette petite coche verte qui permet de montrer que j'ai répondu BNC. La réponse est juste. On voit l'explication du formateur. Réponse BNC. Mais vous avez
en dessous toute explication pour mieux comprendre la réponse.